Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast J'ai l'œil du tigre. Je suis Claire, la muséographe et scénographe de Fun in Museum. Mon métier, c'est d'aider les musées, les équipements touristiques et tous les professionnels du patrimoine à trouver des solutions pour booster, rendre waouh l'expérience de leurs visiteurs. Chaque semaine, je vous donne les stratégies, les astuces et surtout de la bonne humeur pour réinventer avec moi le monde des musées, les rendre plus fun et vraiment accessibles à tous. Alors mettez-vous à votre aise, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode invité de J'ai l'œil du tigre, le numéro 105. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Sophie Pache, qui va nous parler depuis la Suisse de Murder Party dans les musées et dans les autres lieux patrimoniaux. Vous le savez, ludifier les musées et les expositions par le biais de différentes solutions créatives et techniques est l'une de mes expertises principales. D'ailleurs, on m'appelle souvent pour cela. Très souvent donc, je suis sollicitée par les maîtrises d'ouvrage pour bâtir un plan d'action stratégique pour ludifier les lieux, régulièrement pour un public touristique mais aussi familial, des bébés aux seniors en passant par les ados, les scolaires et les handicaps. On attend de moi que j'apporte différentes pistes séduisantes et innovantes pour renouveler l'expérience de visite en dénichant certaines tendances pour se distinguer de la concurrence entre guillemets. Il existe beaucoup de manières de ludifier une exposition, un musée ou un monument. Les parcours défis multisensoriels, la médiation volante, longtemps les jeux de pistes livrés ou numériques sur tablette. Les escape games ont été sur le devant de la scène un bon moment. Souvenez-vous de l'épisode numéro 31 sur ce thème avec la description du concept, des opportunités de recourir à cette solution et le mode d'emploi pour le mettre en place. C'est un peu ce même type d'épisode qu'on va vous proposer aujourd'hui avec Sophie. Récemment, pour la ludification d'un château, c'est la solution justement de la Murder Party qui a éveillé mon attention pour ce projet entre autres choses. Avec Sophie, nous vous livrons dans cet épisode tout ce qu'il faut savoir sur cette solution ludique que vous vous titillez peut-être à mettre en place chez vous. Au menu, qu'est-ce qu'une Murder Party, le concept et son histoire ? Qu'est-ce qu'une Murder Party au musée ou dans un autre lieu patrimonial ? Comment ça se passe finalement ? Quels avantages à recourir à cette solution ? Comment créer une Murder Party dans son équipement ? On vous livre des conseils et le mode d'emploi. Enfin, les questions qu'on n'ose pas poser. Combien ça coûte ? Quelles erreurs éviter ? Quelle logistique et fonctionnement prévoir ? Je vous laisse découvrir ma conversation avec Sophie Pache, dont la présentation est en description de l'épisode. Belle écoute! Bonjour Sophie, bienvenue sur le podcast J'ai l'œil du tigre pour nous faire découvrir une solution ludique pour pimper nos lieux patrimoniaux, musées, expos et monuments, les Murder Party. Alors, comment vas-tu aujourd'hui ? Bonjour Claire, je vais très bien, je suis ravie d'être en ta compagnie ce matin. Oui, on est d'humeur marine, hein, on a des marinières toutes les deux, on est raccord. Oui, c'est ce qu'on s'est dit. On a besoin de prendre le large, je sais pas. Je pense, on n'est pas dans un épisode évasion, quoique un petit peu, avec cette solution qui est tendance et un peu pas très connue finalement. Mais oui, c'est vrai, je pense qu'on a besoin de prendre le large, symboliquement, avec vous qui nous écoutez. Alors, avant de démarrer notre conversation, j'avais envie, Sophie, de te poser la nouvelle question pour les personnes qui viennent partager mon micro ici depuis janvier 2024. Quelle prévision as-tu pour les musées cette année ? Quelle tendance faut-il suivre d'après toi, en écho à l'épisode 100 du podcast qui livrait un peu un horoscope du secteur ? Oui, alors je me suis posé la question et puis j'ai deux tendances qui me sont venues en tête. La première, c'est toute la question d'éco-durabilité dans les musées, qui est un gros sujet à empoigner, je pense. C'est pas facile, on se questionne beaucoup sur la manière dont on peut réemployer des objets ou réduire notre empreinte. Donc ça, je pense que ça va être au cœur des préoccupations muséales ces prochaines années. Et puis, quelque chose qui me tient particulièrement à cœur et qui se développe, c'est tout ce qui est le participatif, le ludique autour des expositions. Et je pense qu'il y a un vrai potentiel encore à explorer dans les structures, voilà, pour ces prochaines années.
Oui, je te rejoins complètement sur ces problématiques green, mais tu vois, le participatif, pour moi, ça fait aussi partie de l'éco-conception, parce que dans l'éco-conception, il y a aussi tout ce qui est intelligence collective, et l'intelligence collective, c'est entre nous, entre prestataires, avec l'équipe des maîtrises d'ouvrage avec qui on travaille, mais c'est aussi la collaboration avec les usagers et les publics, l'éco-commissariat, avec des écoles, etc. Donc c'est vrai que réfléchir sur nos pratiques à la fois verte, mais aussi méthodologique pour faire des projets à la fois plus éco-responsables, plus environnementaux, mais aussi sociaux. Et c'est vrai que cette partie sociale, bah, on oublie parfois que ça fait partie aussi de l'éco-conception. Oui, oui, c'est vrai que c'est dans le pilier là, hein, du développement durable, on a ce pôle social qui est aussi très important. Donc, effectivement, je te rejoins sur l'analyse. Complètement. Et justement, je pense que les murder parties, ça peut être une bonne solution aussi assez éco-responsable et sociale. On va le voir justement. Alors, première question que je voulais te poser dans ce podcast, Sophie, pour commencer dans la simplicité, le B à bas. Qu'est-ce qu'une murder party? Explique-nous ce concept et son historique. Alors, une murder party, j'aime bien dire que c'est une sorte de Cluedo grandeur nature. C'est un jeu qui va être à cheval entre du théâtre d'improvisation et puis un jeu d'enquête. Et l'idée, c'est que les participants soient acteurs de leur découverte. Donc, ils vont incarner un personnage à des degrés plus ou moins divers, hein. Ça peut être un simple enquêteur ou ça peut être un personnage clé d'une intrigue. Et puis, ils vont être immergés dans une thématique, dans une problématique avec un problème à résoudre. Et ils vont devoir communiquer, résoudre des énigmes pour progresser et puis comprendre finalement le crime ou résoudre l'enquête policière qui est au cœur. Question histoire, alors c'est un genre qui a explosé dans les années 1920-1930. Ça s'est fait au moment, en fait, après la Première Guerre mondiale. Et là, il y avait, je pense, deux axes qui expliquent que la murder party se soit développée. La première, c'était un grand questionnement sur la barbarie. Finalement, on sortait de la guerre et puis on s'est dit, mais comment est-ce possible qu'une société qui sorte de l'opulence de la belle époque, finalement, on arrive à des situations si terribles que cette guerre dans les tranchées. Et puis, l'autre pôle, c'est, je pense, le développement des sciences criminelles, où on va analyser des scènes de crime, on va mettre à disposition des outils scientifiques pour essayer de mieux appréhender les choses. Et je pense que la population, voilà, a pris, comment dire, s'est engagée dans cette réflexion. Il faut dire que c'était, je pense pas chez tout le monde. C'est quand même une activité, la murder party, qui était organisée dans les cercles mondains, dans les Mhm. salons, où on s'amusait, voilà, à simuler des enquêtes et puis à incarner des personnages. Ok, ok, je suis déjà immergée dans Hercule Poirot, moi. Complètement. Ok, donc voilà, concept un peu, il faut retenir l'idée de Cluedo, un peu grandeur C'est nature, ça. de visiteurs qui peuvent participer à différents degrés. J'imagine qu'on le verra après, mais qu'il y a aussi, quand on organise ça, il y a un encadrement aussi qui est fait avec des maîtres du jeu, un petit peu comme dans les escape games. Et puis voilà, plein de sortes d'enquêtes possibles. Et puis on donne vie à un lieu particulier dans ce jeu un peu géant où le lieu est finalement le plateau de jeu géant. Ok. Deuxième question. Alors, qu'est-ce qu'une murder party au musée ou dans un autre lieu patrimonial, château, abbaye, etc. Quels sont les avantages à recourir à cette solution par rapport à d'autres qu'on connaît peut-être mieux, les escape games, les livrets-jeux, les chasses au trésor ou je ne sais quoi. Alors, je pense qu'il y a un volet immersif Mhm. qui voilà, est un attrait principal, et puis ce côté ludique qui va piquer la motivation des participants, susciter leur curiosité, et on va vraiment être dans une forme de médiation en mouvement, puisque j'aime bien dire que mes participants sont des acteurs. Ça veut dire qu'ils vont être vraiment actifs et construire leurs apprentissages à travers cette intrigue. Voilà, je trouve qu'il y a ce côté apprendre en s'amusant. Et puis aussi quelque chose qui est formidable, c'est le côté rencontre entre des publics qui n'ont pas l'habitude de se côtoyer et qui peuvent, dans une activité comme ça, se rencontrer.
moi, je trouve que c'est toujours formidable quand j'organise mes murder parties parce que j'ai à la fois des seniors, des jeunes qui sont encore aux études, qui se rencontrent et qui, en mettant le masque de la murder party, oublient un peu leur masque social traditionnel et communiquent. Et je trouve que c'est aussi une opportunité pour les structures culturelles, patrimoniales, de favoriser ces rencontres entre générations. Oui, il y a une immersion finalement narrative qui est peut-être plus forte, j'ai l'impression, que dans une chasse au trésor un peu tradie via un livret-jeu ou un escape game, parce qu'en fait, on va endosser pas seulement le rôle d'un enquêteur, mais vraiment le rôle aussi d'un personnage qui a été pensé dans un scénario qui va être pas plus approfondi qu'un escape game, parce que les scénarios d'escape game sont aussi très fouillés, avec un côté aléatoire, etc. Mais j'ai l'impression que le jeu de rôle monte un peu d'un cran. Oui, c'est aussi mon sentiment. Moi, je distribue des fiches personnages en amont, hein, aux joueurs, donc ils savent qui ils vont être et puis quelles informations ils vont devoir transmettre. Et bien souvent, ils vont même plus loin que ce que j'imagine. Ça veut dire qu'ils vont aller faire des recherches historiques sur qui était ce personnage. Enfin, vraiment, ils se piquent au jeu et ils plongent complètement dans l'immersion. Ok, et puis on est déguisé un petit peu, non? Alors, je propose de venir déguisé, bien sûr. Ça rajoute à cette dimension immersive. Après, il y a, voilà, ce que je dis, c'est qu'il n'y a pas l'obligation de dépenser des fortunes. Il suffit souvent de bricoler de trois sources qu'on a à la maison, d'accessoiriser des tenues. Et puis, on devient la comtesse du 19e à peu de frais. Et dis-moi, quels sont les avantages à recourir à cette solution, contrairement aux autres qu'on a dit, livret-jeu, etc. Donc le côté déjà plus immersif, plus incarné, plus spectateur finalement pour le joueur, qui n'est pas qu'un enquêteur. Tu as parlé aussi du fait que ça permet aussi de se rencontrer, parce que c'est vrai que quand on fait une chasse au trésor avec un livret, ou quand on fait un escape game, on vient plutôt en groupe déjà constitué, tu vois, par exemple les parents, les accompagnateurs, ou bien entre groupes d'amis pour les escape games qui sont plus, on va dire, plus pour les grands, plus à partir des ados. Euh, Là, j'ai l'impression, en t'écoutant, que la murder party, ça permet aussi de rencontrer des inconnus et de jouer avec d'autres visiteurs. C'est ça, et il y a toujours un moment qui est très chouette. Donc, quand les participants arrivent, en général, je leur remets le matériel de jeu, et puis il y a un petit temps d'attente. On attend que tous les participants arrivent. Et là, c'est très joli parce que les gens savent pas vraiment s'ils sont déjà leurs personnages ou s'ils sont encore vraiment eux-mêmes. Et ils vont commencer à interagir justement avec complètement des inconnus, bien souvent à travers le masque du personnage. Et je trouve que c'est vraiment un facilitateur de rencontre. D'accord. Avec vraiment ce côté finalement musée ou monument ou autre lieu patrimonial qui est vraiment un lieu de rencontre, de partage et de convivialité, et pas forcément dans un entre-soi quand on arrive et qu'on veut visiter avec les personnes qu'on connaît déjà. C'est ça. Après, je pense aussi que ça a un gros potentiel en termes de communication et puis de visibilité pour ces structures, parce que c'est des événements qui sont beaux, on va dire, qui sont Instagrammables, si on veut Oui. utiliser ce terme. Mais les médias sont friands de ce genre de choses. Donc, en termes de communication et d'image pour les structures qui les organisent, c'est super parce que c'est une manière de communiquer sur leur histoire d'une autre manière et puis justement en l'incarnant puis en lui donnant vie. Oui, tout à fait. Moi, j'aimerais avant de passer à la question suivante et à tout ce qui est mode d'emploi, j'aimerais qu'on voit un petit peu ensemble des exemples concrets, des murder parties que tu as organisées dans différents lieux, mais aussi dans leur déclinaison. On en parlait justement en off avant de lancer l'enregistrement. Quand on pense à un Cluedo, ou géant comme ça, une murder party, on pense en premier lieu à de l'événementiel où on va organiser pendant une soirée ou une après-midi cette partie de jeu grandeur nature avec des déguisements sur un temps donné. Mais on peut aussi, et ça peut faire peur parce que c'est de l'événementiel, c'est de la logistique, c'est un peu un one shot. Mais il y a aussi, comme pour les escape games,
toute une déclinaison possible du concept de murder party. Est-ce que du coup, tu peux nous donner des exemples pour que les personnes qui nous écoutent se projettent sur ah oui, murder party, on peut pas le faire en événementiel, mais tiens, on pourrait le faire comme ça aussi. Oui, c'est ce qu'on se disait avant d'enregistrer. Ça veut dire que le cœur de la murder party, c'est l'écriture du scénario. Et puis les éléments qu'on veut transmettre, en fait, les objectifs de cette action de médiation. Après, une fois qu'on a construit ce scénario, il est déclinable de différentes manières. Donc, c'est sûr que la version peut-être la plus connue, c'est celle de l'événementiel en costume, etc. Mais il n'y a pas que ça, et vraiment pas que ça. Ça veut dire que moi, j'ai visité dans le Jura suisse, à Saint-Imier, une expo qui était une expo enquête, où dès le début, on nous donnait un petit carnet d'enquête, et puis il y avait une scène de crime. On allait explorer cette scène de crime, et puis ensuite on passait de salle en salle et on découvrait l'histoire et les personnages qui avaient fait ce village qui était Saint-Imier au début du siècle. Donc vraiment, je dirais que le cœur, c'est le scénario, et puis après, il y a la possibilité d'en faire une expo, il y a la possibilité d'en faire justement quelque chose qui est plus du côté de jeu de piste, mais avec, moi ce que j'aime bien dans la murder party, c'est le côté non linéaire, puisque Mhm. bien souvent, on peut tisser des intrigues principales et des intrigues secondaires, mais on n'a pas l'obligation d'aller d'un point A, B et C, et on peut explorer l'intrigue par différents bouts quelque part. Et voilà, je crois qu'il ne faut pas craindre le côté événementiel. Ça peut être un plus en termes de visibilité, mais il n'y a pas que ça, il y a vraiment la possibilité de l'exploiter. Autrement, j'ai vu aussi une exposition qui était à l'Archéolab, donc du côté de Lausanne en Suisse, qui était pour les enfants et qui invitait les enfants à enquêter sur le thème de la sorcellerie chez les Romains. Et là, c'était aussi construit en termes de murder party, où il y avait différents personnages et coupables potentiels à confronter. Donc voilà, le panel est plus large que ce qu'on pourrait imaginer de prime abord. Oui, on peut du coup prendre les ingrédients, rajouter de la scénographie, utiliser justement ce fondement du scénario pour finalement que ça soit le fil conducteur d'une exposition enquête, comme tu le dis, avec justement des ingrédients de la murder party qu'on retrouve, donc ce scénario, peut-être le côté déguisé aussi, de pouvoir aussi avoir un chapeau, avoir un petit truc et de choisir d'incarner un personnage aussi dans la visite et dans cette enquête un peu géante. Moi, je te disais en off que ça me faisait penser aussi au parcours spectacle que moi j'ai beaucoup visité, et donc cette idée où le visiteur va passer de salle en salle en incarnant un personnage où il va finalement suivre un itinéraire, où il va avoir de la scénographie un peu immersive, mais aussi ce côté enquête avec une conclusion à la fin. Et je te parlais d'une exposition que j'avais visitée à Rotterdam sur la drogue où Oui. on a où on incarnait finalement un flic qui découvrait des cargaisons de drogue, et il devait au fur et à mesure, donc il y avait la salle, on commençait dans la salle où on regarde un peu les chargements des conteneurs, on décide ou pas de signaler ça à ses supérieurs, ensuite on rencontre le trafiquant potentiel, on décide de le balancer ou pas au tribunal, donc il y a le côté aussi un peu aléatoire et jeu de rôle, et puis à la fin on est limite emprisonné dans une pièce tout seul et puis on voit si finalement on va être repéré par la police ou si on va s'engager chez les narcotrafiquants aussi avec justement une fin potentielle qui peut être aléatoire, avec un scénario ou de victoire ou un scénario de catastrophe, quoi. Donc voilà, on peut utiliser ce côté enquête avec cette idée de meurtre ou pas, mais dans une scénographie, une exposition, et pour renvoyer un peu à des choses qu'on connaît plus, parcours spectacle, ce qu'on rajoute, c'est le déguisement, le scénario peut-être plus avec un crime finalement. Oui, c'est ça. Moi, je dis qu'il faut qu'il y ait un acte fort, peu importe ce que ça peut être. Ça peut être une prise d'otage, ça peut être un vol. Murder party, il y a le côté meurtre, mais c'est pas forcément limité à ce meurtre. Et D'accord. puis, ce qui est peut-être important de rajouter, c'est qu'il y a un côté divertissant, mais pas que. Parce que moi, j'ai à cœur, dans une structure patrimoniale, de vraiment transmettre un message
Mhm. avec des bases scientifiques. Et je pense que l'outil permet vraiment de le faire parce qu'on s'amuse, on va découvrir une thématique, on va, par exemple, en étant un flic qui doit enquêter sur, je sais pas, une affaire de drogue, on va peut-être s'intéresser aux différents types de drogues et puis voir leur composition et puis les risques de la prise de telle et telle drogue, s'intéresser au potentiel législatif qu'on peut utiliser. Oui, on apprend finalement comment on détecte dans les conteneurs les drogues. Moi, je me souviens d'avoir fait exploser la valise avec les composants. C'était pas du tout voulu, mais visiblement, je n'avais pas utilisé la valise blindée de la bonne manière. Mais bon, c'est ça. On apprend en effet indirectement par les actions et les choix qu'on va faire. Et c'est ça qui est intéressant. Mais tu vois, il y aurait eu le côté peut-être encore plus scénarisé et encore plus, tu vois, déguisement. Et surtout le côté de pouvoir y jouer avec d'autres participants. Ouais. Je pense que là, on était deux, tu vois, mais je pense que Mm. ça aurait mérité de jouer encore plus avec les ingrédients de Murder Party pour le côté un peu plus ensemble, tu vois. Ouais. Et le côté déguisement peut se limiter à des accessoires, hein. Je pense que ça fait très bien l'affaire si on a un chapeau et puis la mallette de l'enquêteur. C'est déjà une très bonne base pour rentrer dans le personnage. Oui, alors moi je visualise un peu les projets sur lesquels tu as travaillé, avec les grands chapeaux, les machins. Ouais. Est-ce que tu peux nous donner un ou deux exemples d'enquêtes, peut-être dans des lieux différents, une dans un musée et une peut-être dans un monument que tu as réalisé en Suisse ou ailleurs, pour voilà, que les personnes puissent se dire ah oui, mais ça serait génial, moi, chez moi aussi. Oui, alors, ben, un scénario que j'avais fait pour un musée qui est la Maison de l'Absinthe dans le Val de Travers, qui est le berceau de l'absinthe, pas loin de la région de Pontarlier en France. Et puis là, il y avait une volonté de la direction de toucher un public jeune qui venait pas forcément au musée. Et puis, j'ai travaillé à l'élaboration d'un scénario de Murder Party. Donc, on a choisi de faire vivre aux participants la période de la prohibition de l'absinthe et puis d'aller investiguer sur un meurtre qui avait lieu. Vraiment, c'était finalement tout un pan du patrimoine qui est présenté au musée, qui était transmis différemment. Et je collabore en général avec les conservateurs ou les responsables de la médiation pour avoir une assise scientifique et romancer les faits. Après, typiquement au Jardin botanique de Genève, ils avaient une serre, une magnifique serre du 19e. Et puis là, on a eu l'occasion de faire vivre cette serre en marge d'une exposition. C'était une exposition qu'ils avaient organisée sur l'évolution, la théorie de l'évolution. Et ils avaient envie de faire réfléchir les visiteurs sur qu'est-ce qu'un fait scientifique Mhm. par rapport à une société où il y a énormément de fake news qui circulent. Et là, on avait fait une murder party qui était dans le futur, donc c'était 2184 révolution. Oula, je veux voir les déguisements. Ouais, voilà. Et là, on a investi cette serre comme si c'était en fait une société totalitaire avec beaucoup de fastes. Et à l'intérieur de cette société, il y avait des rebelles qui essayaient de faire ressortir, entre guillemets, la vérité ou les faits scientifiques auquel se rattachait la communauté scientifique du 19e. Donc c'était vraiment super comme lieu pour faire vivre cette serre et parler des plantes. Et puis, je peux encore te donner un exemple sur un scénario que je suis en train d'exploiter là, Oui, qui est sur l'histoire d'une région dans le d'accord. Nord vaudois, dans laquelle je suis. Là, on est presque plus en lien avec le tourisme finalement. Mhm. Euh, Puisqu'on va essayer d'explorer les personnalités fortes et puis l'histoire de cette région. Il se trouve que le Nord vaudois, c'était une région très marécageuse et qu'il a fallu faire des grands travaux d'assainissement voilà, de ces plaines humides pour pouvoir développer le commerce, l'industrie. Donc, à travers un scénario, on suit en fait un botaniste qui a fait une découverte et puis cette découverte s'est volatilisée. Mhm. Donc, on va suivre ce botaniste dans son enquête et puis aller interroger différents participants. Et cette intrigue-là, elle va, donc là, elle est jouée dans la ville d'Yverdon, dans un hôtel pour le coup, D'accord. sur mandat d'une association de développement territorial. Et puis, elle va voyager cet automne dans un château, qui est le château de Coppet, où Madame de Staël donnait des salons particuliers. Et il se trouve qu'ils ont une thématique autour
voilà, du 19e et puis des savants et de la botanique. Donc, on va venir rejouer cette intrigue au château pour le faire vivre, faire en sorte que Je crois qu'ils avaient aussi l'envie d'inviter leur sponsor, leur bailleur de fonds à cet événement. Oui, pour Donc, affirmer ça, un côté un peu team building finalement. complètement. Ok, ce qui est intéressant par rapport aux escape games où on est entre guillemets emprisonné dans une scénographie, dans une pièce qui doit être fermée ou bien parce que c'est ça quand même le principe de l'escape game, c'est quand même de devoir s'enfuir de quelque part, même si on peut le décliner après comme on le fait dans les murder parties, dans un parcours un peu général et puis ensuite une pièce où on va trouver la solution, récolter, remettre un peu les indices et puis de voir la conclusion catastrophique ou glorieuse. Moi, ce que j'ai l'impression avec la murder party en t'écoutant, c'est que on est moins emprisonné dans un lieu. On a la base d'un scénario, mais on a quand même plus de liberté. Tu parlais de voilà, on va faire ça dans un lieu, après on va le transposer dans un château. On valorise à fond le lieu, c'est ça qui va faire aussi le côté que l'enquête, le décor va être magique et impressionnant, mais on peut aussi le transposer pour finalement valoriser plein de lieux patrimoniaux différents. Oui, complètement. Et puis, il y a un côté institution hors les murs, parce que ce scénario sur l'absinthe qu'on a fait à la Maison de l'Absinthe, aujourd'hui, on a un accord et on se déplace avec ce scénario. Donc, on le joue dans un cadre qui est peut-être moins flamboyant que celui d'origine, mais par contre, on continue à transmettre l'histoire, on continue à parler de ce musée. Et je trouve que c'est une piste aussi intéressante finalement de l'exploiter sur la durée comme ça, après dans d'autres espaces. Oui, ça fait un peu théâtre itinérant. Complètement. Oui, oui, oui. Ok, du coup, troisième question. On va passer un peu au mode d'emploi. Comment créer une murder party dans son équipement? Donne-nous tes conseils d'expert, un peu pas à pas, sans tout dévoiler tes secrets, hein, parce que sinon on servirait plus à rien. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Non, mais quand même, je mets à disposition sur mon site internet un petit guide voilà, qui permet de mettre en évidence les 7 clés pour construire une murder party. Donc, du moment que c'est Oui, public, oui, complètement. Mais là, on va résumer un petit peu pas à pas pour que les personnes qui nous écoutent puissent voir voilà, comment se projeter en termes de méthodologie, parce que c'est ça toujours qui fait un petit peu peur. bah, à mon avis, la première question, et tu le rappelles aussi très souvent dans tes podcasts, c'est d'identifier à qui on veut s'adresser et quel est le message qu'on veut transmettre. Ça, c'est la base parce qu'on ne va pas partir sur les mêmes solutions selon ce couple. Moi, j'appelle ça public cible, thème central. C'est un peu le premier pas. Identifier peut-être les forces de l'établissement. Ça peut être, si c'est dans un château, ça peut être un lieu ou une salle qui est vraiment magnifique et puis qui va inviter à l'immersion. Ça peut être des pièces de collection bien spécifiques dont on a envie de parler, ou bien une histoire particulière. Enfin voilà, ça c'est le premier. Une anecdote. Donc finalement, on va faire un espèce de diagnostic du potentiel à 360 degrés pour créer sa murder party. Voilà, c'est ça. Deuxième étape, c'est pour moi de ancrer la murder party dans un lieu. Ça veut dire et dans une temporalité et dans un espace physique. Donc, c'est pas parce qu'on est dans un château que l'intrigue se passera forcément dans un château. On peut imaginer transporter les gens dans l'imagination ailleurs. Ça va être la seconde étape. Et puis, ensuite, en fait, je te décris la méthode que j'utilise moi, hein, mais c'est d'identifier un protagoniste. Donc ça implique de faire pas mal de recherches bibliographiques pour bien connaître le contexte de ce qu'on veut raconter et on identifie un personnage fort qui va être central dans le scénario. Et puis une fois qu'on a ça, on va pouvoir définir un acte fort dont on parlait, un crime, enfin plein de choses qui vont mettre les visiteurs en mouvement. Comme dans le schéma narratif habituel, voilà, une introduction, tout va bien, nanani, hop, il se passe un événement perturbateur et on va devoir faire des péripéties. C'est complètement ça. Je dirais qu'une murder party réussie, elle s'appuie sur ce schéma narratif. Qui fonctionne toujours. Du voyage du héros, oui, là. C'est ça, qui fonctionne toujours, mais qu'on oublie souvent d'intégrer, même dans un parcours d'expo. Donc je le rappelle. Et puis, moi, j'aime bien, pour ce côté non linéaire, rajouter un objet dont on va pouvoir suivre ce qui s'est passé, où il est passé, entre quelles mains.
Et finalement, une fois qu'on a tous ces éléments-là, on va poser ça par écrit. Donc, on va rédiger un synopsis autour d'un certain nombre de questions clés, le pourquoi, quand, comment, où. Et on va. L'idée, c'est que ce ne soit pas des pages et des pages, mais que ce soit déjà une intention de ce qu'on veut dire, comment, en articulant les différents éléments qu'on a précédemment posés. Et puis, voilà, après, c'est définir le support de l'intrigue, parce que comme on le disait, la déclinaison peut se faire de différentes manières, en live, en costume, mais aussi selon les ressources que l'institution a à disposition Ouais, si on veut différemment. le faire en événement ou plutôt sur une plus longue durée, sous un format différent finalement. Voilà, du digital ou pas, enfin, il y a des choix Mais moi, je trouve que l'intérêt de la Murder Party, et même de l'escape game, si justement on évacue... moi, j'avais testé pas mal d'escape games un peu digitaux, mais on a envie aussi de vrais trucs, quoi. Moi, je te D'objets, de papier, de déguisements, de voilà, la matière, quoi, le physique des écrans, c'est... J'ai l'impression que c'est aussi une tendance un peu du secteur actuel, c'est que ces écrans, on essaie de les évacuer un petit peu. Alors oui, on les retrouve dans les grandes expos un peu interactives, immersives, où on est carrément plongé dans l'image, mais j'ai l'impression aussi qu'on a envie un peu de les dégager doucement. C'est une je fais le même sensation. je fais le même constat aussi. J'ai le sentiment que après Covid, on était très axé écran. Carrément. Et puis maintenant, il y a beaucoup le discours de se dire, mais on passe déjà tellement de temps devant les écrans qu'on a envie de manipuler, on a envie de toucher du vrai et on a envie de lever la tête des écrans pour se regarder, pour partager, pour explorer. Et ouais, je suis tout à fait d'accord avec ça. Mhm. Et je trouve que la Murder Party y répond très bien. Avec le côté lien social qui est beaucoup plus fort que dans d'autres systèmes ludiques. Oui, alors ça, c'est sûr que oui, il y a beaucoup d'interactions entre personnes finalement qui sont favorisées par ce côté fiction où on est un personnage et ça va être beaucoup plus facile d'aborder les gens. Tout à fait. Donc après ce côté, tu disais scénario, choisir un objet, un personnage qui va être un peu clé. Ensuite, tu disais de choisir, de déterminer la déclinaison, la forme événementielle, plus un peu expo ou autre, ce qu'on va toucher ou pas, voilà les éléments un peu physiques, les accessoires, je dirais. C'est ça. Quelle est l'étape suivante? Alors, ça va être la rédaction du scénario, pour le Oui, coup. Là, c'est du c'est travail. le gros morceau, on va Surtout dire. quand il y a un côté aléatoire, parce qu'on ne sait pas comment les gens vont jouer et réagir et s'approprier les choses aussi. C'est ça, c'est ce qui fait aussi la magie du truc. C'est parce qu'il n'y a pas deux soirées qui sont les mêmes, ou deux événements qui sont similaires. Mais voilà, il va falloir écrire. Et puis, plus il y aura de personnages, plus l'intrigue aura une complexité. Il y a des indices qu'on va distiller durant la partie et qui sont portés par ces personnages. Le petit conseil, c'est qu'il y ait au moins 3 personnages ou 3 moyens d'accéder à un indice. Ça peut être un indice physique, mais ça peut être aussi 2 personnages qui ont le même message à porter. Parce qu'on on sait jamais, justement, il y a ce côté aléatoire qu'on ne sait pas ce qui va sortir. Donc ça, c'est des choses qui sont intéressantes. Et puis, jouer aussi sur en fait, comme si on était un écrivain de roman, ça veut dire essayer d'explorer un peu la personnalité des différents personnages qui seront incarnés et puis leur donner des contradictions qui vont leur donner un petit peu d'épaisseur et en faire des personnages pas forcément évidents à appréhender tout de suite. Alors moi, j'aime bien prendre des exemples. Par exemple, un curé qui trouverait avoir plusieurs femmes ou un vigneron qui ne boit pas d'alcool. Enfin, je trouve que c'est des lignes de tension qui sont super intéressantes à exploiter dans la rédaction du scénario. Mhm. Une fois que le scénario est écrit, il va falloir déterminer qui va l'animer, comment ça va se passer. En général, moi, j'appelle ce qu'on me dirait maître du jeu. Moi, je dis plutôt des comédiens facilitateurs. Mhm. Ça peut être pris par des médiateurs, mais l'idée, ça va être d'accueillir, voir comment on accueille les participants, comment on communique peut-être avant la murder party. Oui, parce qu'à chaque fois que les photos, par exemple, que tu m'avais fournies, on a une espèce
de réunion, un peu de lancement, avec toutes les personnes sont déguisées, on lance le truc, il y a des accessoires, voilà, il y a vraiment, comme pour les escape games, l'introduction, elle est ultra importante. Après, on a un peu ce côté enquête un peu plus aléatoire, et après, il y a la fin, où aussi il y a une espèce de climax, et puis la solution finale, quoi, comme dans une Voilà, histoire. il y a le débriefing, et puis c'est aussi sympa si on y arrive. Hein. Moi, j'essaye toujours de diviser, mais un peu comme dans les escape games, que on est trois quarts des participants qui touchent du doigt la solution, parce qu'il y a quand même une fierté à réussir. Donc, si c'est trop complexe, les joueurs vont se décourager. Donc, c'est vraiment. Puis, ça s'affine avec le temps. Hein. On est Ok. forcément. Donc du coup, le scénario et le filage un peu organisationnel, je dirais. C'est comme pour un Voilà. filage d'animation, hein, d'atelier, hein, c'est la même chose. Et puis j'imagine qu'il y a le côté, tu expérimentes ça avant ou Ouais. tu vois ce que ça donne lors de la première édition. Non, je le teste. Je me disais bien. Quand même. J'ai des bêta-testeurs, souvent c'est des amis hein, qui viennent et puis qui jouent à leur sens déguisé pour le coup, mais qui testent les mécanismes de l'intrigue et voir s'ils arrivent à bon escient. Et puis là, ça permet de faire quelques rectificatifs. Je pense qu'effectivement, ce bêta-test, Ce il est bêta-test, c'est important. important pour pouvoir ajuster, comme pour les escape games finalement, ou n'importe quel parcours jeu. Et je dirais une chose qu'on n'a pas dite, les escape games, c'est vraiment à partir du public adolescent. Qu'est-ce que c'est pour la Murder Party? J'imagine que c'est un peu la même chose. J'ai l'impression que c'est plus un public adulte. Ou est-ce que ça peut être imaginé pour un public familial? Alors, mon public cible dans les murder parties que j'ai organisées, c'est plutôt un public jeunes adultes et adultes. Adulte, oui. À partir de 16 ans, parce que ce qui plaît, c'est la complexité de l'intrigue et il faut pouvoir y rentrer. Après, on m'a demandé à plusieurs reprises de pouvoir le décliner en des versions enfants. Ça serait possible, mais on va dire que c'est une autre démarche. Et voilà, Oui, ça me semble difficile, en fait, faire un parcours familial. même pour incarner des personnages, bon après les enfants le font très bien aussi, hein, c'est aussi dans les modes de développement, les lieux les jeux de rôle d'imitation, etc. Mais c'est vrai qu'après, sans accompagnateur, pour trouver les indices, faciliter, ça me paraît un peu plus complexe. Par contre, là, je vais prochainement collaborer avec un lycée. Ils vont fêter les 50 ans de la création de ce lycée et je vais accompagner cette classe à créer leur murder party pour cet événement. Donc là, on va être chez des lycéens qui vont construire leur propre enquête et puis ensuite sur des thématiques historiques, hein, puisqu'on va vraiment s'intéresser à qu'est-ce qui se passait dans la région au moment où leur gymnase a été construit. Donc voilà, Oui. encore une fois, il y a de la flexibilité, mais je dirais que le produit que je défends est général, il est plus pour les adultes. Oui, 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 mais je voulais être sûre qu'on le dise, on le dise clairement pour voilà, calibrer un petit peu cette solution ludique. Et à présent, pour clôturer, Sophie, les questions osées. Combien, combien ça coûte? Quelles sont les erreurs, les boulettes à éviter d'après toi? Quelle logistique, fonctionnement à prévoir? Parce que c'est vrai que ça fait toujours un peu peur. Livre-nous un peu tes secrets. Oui, alors le coût de conception, il tourne autour d'une enveloppe de 30 000 francs suisses, mais j'ai regardé le cours de change ce matin. On est à peu près à 1, donc les chiffres que je vous donne, vous pouvez les transposer en euros. Parce que Et donc, c'est combien en euros alors, 30 000 bah, francs ça va faire suisses? 30 000 euros Ah bah oui, bah c'est pareil. à Bon, peu près. au moins, c'est pas compliqué. Ok, c'est mieux que la roupie que je fais de temps en temps quand je travaille dans l'océan Indien. Ok, c'est plus simple. Voilà. Donc à peu près 30 000 euros, mais ça renvoie aussi à un gros travail, tu l'as rappelé à plusieurs reprises, de scénarisation et de collecte scientifique, qui est quand même la base de nos métiers, que ça soit de médiation ou de muséographie. Et c'est souvent peu intégré, en fait, cette ampleur de travail dans l'esprit des personnes, Ah, souvent en termes de temps et en termes de budget. Donc du coup, en termes d'honoraires, c'est vrai que ça représente beaucoup de travail de scénarisation et qui représente du coup un budget qui peut paraître conséquent, mais
voilà, qui est nécessaire pour ce type de projet. Oui, voilà, c'est tout ce qui est création de contenu, hein. Quelque part, si on veut avoir une assise scientifique, ben, il y a pas mal de recherches à faire. Et puis, il y a tout le travail de vulgarisation, parce que l'idée, c'est de transmettre des choses qui soient interprétables et compréhensibles pour les personnes qui les reçoivent. Donc, c'est un gros travail. Mes clients passent généralement par de la recherche de fonds supplémentaires. Donc, au moment où ils projettent ce projet, ben, ils vont budgéter et puis aller chercher des financements complémentaires pour pouvoir le réaliser. Oui, et au-delà de ce côté scénario, quand tu parles de cette enveloppe-là, est-ce que ça prend aussi en compte les déguisements, les accessoires, les déclinaisons possibles d'un point de vue scénographique? Et j'imagine que ça, c'est une enveloppe un peu à part. Oui, c'est ça. Là, on va être dans du. Alors, après, je discute toujours sur ce qui peut être pris en charge par la structure ou pas. Enfin, certaines structures collaborent typiquement avec des menuiseries qui appartiennent à la ville ou des choses comme ça. Donc, on peut avoir des facilités de tarifs. Mais je dirais que le 30 000 francs, c'est vraiment l'accompagnement pour choisir l'idée. Là, ce qu'on se disait, ce côté public cible et thème principal. Euh, la définition du scénario et l'écriture du produit. Et puis après, on va dire les supports physiques, ça serait encore une enveloppe supplémentaire à prévoir en fonction de ce qu'on choisit d'y Oui, donc mettre. on les définit, comme pour un projet muséographique, hein, on les définit sur le papier, concrètement ce qu'on a besoin, une carte, une loupe, C'est un ça. truc. Et après, en effet, il y a l'enveloppe opérationnelle pour la réalisation, entre guillemets. Ok, Oui, c'est tout à fait ça. ça marche. Quelles erreurs, quelles grosses boulettes éviter? Quelle grosse erreur Ne éviter. pas faire Bon, de scénario? oublier son costume Ah le jour. oui. Ça m'est arrivé, ceci dit. Alors que je devais animer, j'avais oublié mon scénario, mon costume. Les grosses erreurs, bah, je dirais que c'est négliger la communication. D'accord. Parce que ça, c'est quelque chose qui est très important. Je vois qu'on peut donner un travail conséquent pour créer une super murder party, mais après, il faut faire venir les gens. Et il Mhm. y a un gros travail à faire au niveau des médias, au niveau, enfin voilà, pour que les gens sachent que ça existe et vulgariser aussi un petit peu ce dont il s'agit. Mhm. Pour des fois, il y a des craintes de se dire, mais est-ce que je serais capable d'incarner un personnage? Moi, j'ai jamais fait du théâtre. Mais il y a la crainte côté visiteur, mais je dirais, moi je me mets à la place des personnes pour qui je travaille, les maîtrises d'ouvrage. Il y a des médiateurs, hein, qui peuvent le faire très bien, Tout à fait. les autres personnes de l'équipe, mais il y a quand même aussi une crainte parce que c'est un exercice de médiation qui est quand même différent du quotidien. C'est sûr. J'ai travaillé avec un médiateur donc au Jardin botanique de Genève et lui me disait ça, que c'était pas forcément facile pour tout le monde de se mettre dans un personnage finalement et de sortir de ce rôle de médiateur. Euh, Franchement, ça se travaille. Je pense que vraiment. Et puis, Il y a un coaching théâtral qui est prévu dans l'enveloppe avec un peu la bonne attitude à avoir. Ça serait. Je sais pas si tu fais une fiche conseil, mais ça pourrait être bien. non, c'est vrai. Mais maintenant que tu me le dis, C'est une fiche effectivement, conseil pour le médiateur, en tous les cas le comédien c'est facilitateur, comme ça. tu les appelles. Ce serait bien d'avoir voilà, des petits tips. Ouais, ouais, très juste. Ouais, ouais. Et puis, je suis allée à Lyon là, le week-end dernier et j'ai fait une visite, ces visites théâtralisées, la Cybèle. Et je me suis dit que typiquement, ces guides-là étaient des animateurs parfaits pour mes burner parties. Ok, donc il faut déjà repérer, peut-être dans l'équipe, des piliers d'animation pour être sûr qu'on ait ces comédiens facilitateurs. Et puis voilà, l'idée c'est aussi de se lancer, de se lancer aussi un challenge. C'est autant challengeant pour l'usager et le visiteur qui vient vivre un peu cette expérience exceptionnelle, et puis pour les encadrants dans les maîtrises d'ouvrage. Oui, et puis, alors je pense que la notion de plaisir est hyper importante. Il faut s'amuser, que ce soit pour celui qui organise que pour ceux qui y participent. Ça, c'est essentiel parce que ça se sent et ça se transmet. Donc, si on a voilà, cette première approche, on se dit finalement, l'objectif, ça va être de s'amuser. Et puis, quand j'ai fait mes premières murder parties publiques, j'avais des craintes, forcément. Et une amie m'a dit à très juste titre, c'est que finalement, les gens savent qu'ils vont s'impliquer,
Et à un moment donné, la partie repose en partie sur eux. Parce qu'ils ont l'envie que ce soit un moment chouette et ils vont tout faire pour que ça se passe bien. Donc, même si au pire, ils n'arrivent jamais à déterminer qui est le coupable, ils vont passer un chouette moment. Et peut-être un conseil que je peux donner, c'est que moi, je rajoute des objectifs personnels. Donc, chaque personnage a des objectifs qui vont faciliter les interactions entre personnes. Typiquement, un personnage va peut-être avoir l'objectif de vendre, je ne sais pas, des bonbons qu'il confectionne dans son échoppe. Et puis, il va devoir se rapprocher des autres visiteurs. Donc, tout ça fait que les gens s'amusent, échangent. Et finalement, la résolution, c'est pas qu'elle est accessoire, mais Oui, c'est pas ça l'important. Je pense que c'est aussi comme dans nos métiers, quand on scénarise quelque chose en général, c'est qu'il faut lâcher prise en fait, surtout quand il y a le côté aléatoire. complètement. On n'est pas dépossédé, mais on passe le relais là clairement aux personnes qui vont jouer, aux joueurs, aux visiteurs et même à la maîtrise d'ouvrage qui va incarner ces comédiens facilitateurs. Et voilà, il faut lâcher prise et voilà, donner le bébé, C'est ça. donner Ouais, le ouais, ouais. bébé, donner le bébé et puis accepter que, comme tu le dis, ce qui est intéressant, que chaque événement, chaque expérience de murder party, quelle que soit la déclinaison, en soirée ou sous forme d'expo de parcours un peu plus étoffé, voilà, on lâche prise. Ouais, c'est ça. Oui, oui, oui. Non, c'est très juste. À un moment donné, ça appartient aux visiteurs, aux participants. Mais c'est un peu comme quand tu fais un atelier de facilitation, hein. Toi tu prévois ton filage et puis tu as tes objectifs à la fin que tu détermines, faire une feuille de route ou je ne sais quoi. Mais après, voilà, tu ne peux pas anticiper tout ce qui va se passer au sein de l'atelier. C'est un peu le cas aussi pour les murder parties et voilà, ces scénarios un peu aléatoires. Ok. Est-ce que tu as un petit tips logistique, fonctionnement à prévoir Après pour qu'on voir. n'ait pas peur de se lancer? Donc, coaching théâtral, c'est bon, c'est prévu. C'est en magasin. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Donc, lâcher prise sur le fonctionnement, sur la solution, ce qui s'y passe. Ouais, moi je crois qu'il y a cette dimension qui est vraiment plaisir et parce que finalement, si on travaille dans une institution culturelle ou patrimoniale, notre objectif c'est de la faire rayonner et c'est d'avoir cette confiance que finalement ce qu'on va faire là, ça va servir complètement ce monument et que finalement ça va. Enfin, tu sais, on dit souvent on protège ce qu'on aime. Et pour moi, il y a vraiment ce lien émotionnel qui va se tisser avec la structure à travers cet événement. Et c'est une très belle manière de sensibiliser les gens à ce qu'est le patrimoine. Mhm. Oui, je trouve que c'est plus fort qu'en lisant un panneau ou même en faisant une manip. En fait, il va avoir un lien intime qui C'est va être ça. beaucoup plus fort. Ça va être plus marquant comme événement. Et puis, c'est tellement plus impliquant, tellement plus engageant qu'à la fin, on retiendra comment est fabriqué l'absinthe ou je ne sais quoi, ou un C'est ça, personnage. Ça va être implanté dans notre cœur, dans notre corps et dans notre esprit. complètement. Ok, merci infiniment Sophie de nous avoir fait voyager dans ce monde passionnant des murder parties. Moi j'ai trop envie d'en faire une pour notre secteur. Est-ce que tu aurais une actualité à nous partager avant de se quitter? Alors oui, ce samedi, j'ai une murder party qui va être jouée à l'Hôtel de la Prairie à Yverdon. C'est Passion, crime et botanique. Elle sera reconduite le 20 avril et puis le 25 mai, ça sera à Neuchâtel. C'est la fameuse murder party crime en eau Mhm. trouble autour de l'absinthe qui sera rejouée. Ah super, bah, les rendez-vous sont pris et ça colle typiquement avec le lancement de ce podcast. Donc voilà, les amis suisses qui nous écoutent, voilà, il faut absolument aller à Neuchâtel sur ces 2 dates. Parfait. Et il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter, chères auditrices, chers auditeurs, une très bonne matinée, après-midi, soirée, où que vous soyez, en Suisse notamment. Avec Sophie, nous restons à votre disposition pour vous inventer en binôme ces solutions ludiques en termes de storytelling et puis muséographie et scénographie parce qu'on a vu toutes les déclinaisons et recettes de cuisine possibles. À bientôt sur J'ai l'œil du tigre et encore merci Sophie pour ce partage. Merci, c'était un vrai plaisir.
Vous avez un projet de ludification de votre musée, de votre exposition ou d'un tout autre lieu patrimonial, château, abbaye et compagnie, voici ce que je peux faire pour vous. J'analyserai votre parcours visiteur et son potentiel de ludification. J'imaginerai des pistes pour ludifier votre parcours intérieur et extérieur auprès de vos cibles et en fonction de vos objectifs avec des visuels pour mieux vous projeter, moodboard, plans, etc. Après avoir validé ensemble les pistes retenues, je rédigerai un plan d'action pour l'ensemble du projet avec des fiches mode d'emploi pour chaque action avec ses objectifs, la méthode à suivre, les intervenants, le calendrier et le budget prévisionnel. Enfin, je serai là pour lancer la phase opérationnelle en muséographie et scénographie seule ou en collaboration avec les experts nécessaires. Je peux travailler 100% à distance pour la France, la Suisse, la Belgique et ailleurs comme actuellement à l'île Maurice pour limiter mon impact environnemental avec une méthode adaptée depuis 9 ans. Mes projets de ludification en musée et patrimoine n'ont pas de limite géographique. Parlez-moi de votre projet par mail à claire@funinmuseum.com.